Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir refusé un rôle et finalement, quelques années plus tard, tu l'as regretté? Aucun. Ok. C'est jamais arrivé. Et je n'ai jamais regretté un de mes choix. Salut Tahar, on a plein de questions à te poser. Certaines plus sérieuses et certaines plus légères. T'es prêt, on y va? Prêt. Let's go. Cette année, t'as un point commun avec 4 acteurs. Willem Dafoe dans Pauvre créature, Marissa Abela dans Back to Black, Pierre Ninet dans Le Comte de Monte Cristo et Colin Farrell dans la mini-série The Penguin. Est-ce que tu vois déjà où je veux en venir? Maquillage. Exactement. Fin de thèse. Est-ce que ça aide vraiment pour le jeu, pour s'imprégner d'un personnage, dans ton cas pour devenir Charles Aznavour, ou c'est quand même un peu un frein aux expressions faciales, voire à la liberté de pouvoir donner une interprétation plus personnelle de l'artiste dans le cadre d'un biopic? Tout dépend du magicien qui va opérer tout ça, d'abord, pour commencer. Si on a un très très bon prothésiste avec un très très bon maquilleur, il fera un travail extraordinaire. Maintenant, si on n'a malheureusement pas la possibilité d'avoir les meilleurs, c'est plus compliqué. Maintenant, ça peut être inhibant pour les expressions du visage quand on porte une sorte de masque et des prothèses un peu trop importantes. Ça ne m'est pas arrivé, si, ça m'était arrivé sur le serpent ou dans le vieillissement. C'était très bien fait, mais je me souviens que, heureusement que j'étais vieux, et que la scène était plutôt simple, j'avais pas trop à bouger les maxillaires, etc. et tout. Donc ça allait. Et j'avais déjà remarqué la possibilité de cet inconvénient. Mais ça m'était arrivé avec une moustache une fois. La toute première fois, c'est une moustache. On met une moustache et j'arrivais pas à sourire. Donc j'ai été bloqué dans mon interprétation. Je dis, on peut pas la couper au milieu comme ça. Et ils me disent non. Je dis bon, ok. Fort de cette expérience-là, je savais que si je devais, pour Charles, c'était capital le maquillage était capital, donc la prothèse allait avec pour pouvoir. L'idée, c'était de se rassembler au milieu, que le personnage et l'acteur se serrent la main à mi-chemin. Donc faire le moins possible jusqu'à ce que ça ne soit plus possible, qu'on le voit lui et qu'on me voit moi. Beaucoup d'heures de maquillage. Katj, Van Damme et Pop, qui a travaillé justement sur Monte Cristo, ont fait un travail extraordinaire. Parce que oui, effectivement, je leur ai dit, et je ne veux absolument pas que ça m'empêche de jouer à aucun moment, parce que ce soit un plan large où je chante ou alors je bouge beaucoup, puisque Charles bougeait beaucoup, ou un plan très serré d'émotion, parfois on contrôle pas tout, mais quand l'émotion monte, parfois on a un micro-muscle du visage qui bouge et c'est ça qui va créer la relation émotionnelle avec le spectateur. Et ça, une prothèse peut soit l'empêcher, soit le transformer, donc le rendre pas naturel. Mais là, ils ont fait un travail extraordinaire. Je te le confirme. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur ta jeunesse. T'as toujours été un amoureux de la salle de cinéma, surtout pendant ton adolescence à Belfort, où t'avais même trouvé une technique avec tes amis de l'époque pour te glisser discrètement dedans. Moi, j'ai cru comprendre que ça t'a aussi joué des tours à un moment. Alors, j'espère que j'ai le bon film et la bonne année, mais est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé en 1999 pour la sortie de La Menace Fantôme? Bon. Alors, n'ayant pas les moyens de pouvoir me payer tant de places, des places de cinéma illimitées, et les cartes n'existaient pas quand on était enfant et adolescent, une place de cinéma, ça a un prix, c'était une fois par mois pour nous. C'était une sortie. Et donc la salle était a toujours été pour moi un univers, une dimension différente, presque parallèle, où c'est un peu, pour les gens qui connaissent cette référence, c'est un peu la salle du temps dans l'œuvre de Toriyama qui est Dragon Ball Z, où tout est distordu. Et il y avait cette espèce une espèce de température un peu froide, les fauteuils feutrés, la personne qui venait vendre avec le panier avant, les rideaux qui se fermaient avec les publicités. C'était tout un univers, comme un peu quand on entre dans un parc d'attractions, autour des montagnes russes et des attractions, il y a tout un habillage. Et ça me faisait cet effet, ça me mettait un peu dans un état de semi-conscience, donc j'adorais beaucoup, mais je pouvais pas me payer tout ça, donc j'avais trouvé un moyen. D'abord, j'étais un tout petit sujet, je pouvais passer sous les caisses, et après j'avais trouvé un moyen de rentrer par derrière. Et le directeur du cinéma me voit beaucoup trop au cinéma. Il se dit, comment ça se fait que ce gamin, je le vois tout le temps là. Donc il commence un peu à me pister, et il se rend bien compte qu'il y a un problème quelque part. Mais à chaque fois qu'il venait m'attraper, j'avais un ticket. Parce qu'à l'époque, c'était ces tickets bicolores, je sais pas si vous vous souvenez, qui étaient rayés en fonction du tarif. Et j'en trouvais toujours un par terre, ou parfois je demandais à un spectateur, parce que je savais qu'il allait venir me voir. Et il y a tout ce chassé-croisé, cette petite, comment dire,
Jeu du chat et de la souris avec lui. J'allais dire Tom et Jerry. Exactement. Incroyable. Jusqu'au jour où ça y est, bon, je pars, je deviens étudiant, voilà, je travaille un peu, les cartes existent, donc je vais au cinéma et tout. Et en revenant à Belfort, justement, il y a La Menace Fantôme qui sort le mercredi, qui est sorti le mercredi, et la projection du samedi soir à 20h dans la plus grande salle, donc blindée, où je dis à mes potes, si on revivait un peu d'adrénaline comme avant, on se refait un petit coup de frayeur. On peut se payer les places maintenant, mais oui, on se fait une petite frayeur juste pour se souvenir un peu de comment c'était quand on était gosse. Donc on fait la même chose, on passe par derrière, je m'installe, Menace Fantôme, on regarde, et c'était le retour du blockbuster le plus attendu de la décennie, j'ai envie de dire. Et au moment où le personnage de Liam Neeson, Qui-Gon Jinn, commence à creuser le sas avec son sabre laser pour pouvoir fuir les ennemis, pouf, lumière qui s'allume, tout le monde se demande ce qui se passe, projection qui s'arrête. Ok. Je dis, ah bon, il y a un problème. Et là, je le vois arriver, avec sa moustache un peu haute, qui le représente. Bonjour. Sourire en coin, je dis, bonjour. Ah, vous avez votre ticket? Je dis, non, pas cette fois. Et il me dit, bah, vous sortez de la salle tout de suite. Je lui dis, écoutez, je peux vous le payer, mais là, il y a quand même 300, 400 personnes. Donc. Il me dit, ah non, vous allez sortir maintenant. C'est maintenant que ça se passe, vous ne payez pas votre ticket, vous sortez tout de suite. Et là, je suis parti, bon, c'était très drôle, mais je suis parti un petit peu la tête baissée. Et il a gagné sa bataille. Et je l'ai revu plus tard. Parce qu'il tenait un cinéma à Lyon, il était venu à une avant-première que je faisais d'un film. Et on s'est bien marré, on a mangé ensemble et on a ri de tout ça. C'est très, très drôle. C'est une belle anecdote, ça. Ouais. Très belle anecdote. Et ça me permet d'autant plus de rebondir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas encore en cinéma? Et surtout, est-ce que tu trouves que la place de cinéma, elle est trop chère? Et est-ce que le prix est l'une des principales barrières qui peuvent empêcher les jeunes d'accéder à la culture? Alors, je vais toujours au cinéma, bien sûr, heureusement, mais beaucoup moins souvent. Parce que le travail, parce que la vie de famille, voilà, pour des raisons personnelles aussi, j'ai moins le temps d'y aller. Ça me manque, d'ailleurs. Ensuite, si c'est trop cher, tout dépend de la situation économique de chacun. Maintenant, il est vrai que quelqu'un qui travaille et qui a un salaire moyen, c'est une sortie importante. Si on parle d'une famille, ça veut dire, admettons, une famille moyenne, 2 parents, 2 enfants, le popcorn, le soda, et tout d'un coup, en fait, c'est exactement ce que je vivais moi quand j'étais enfant. C'est juste que l'économie a changé. Nous, on y allait une fois par mois parce que c'était une sortie et que c'était cher. Donc c'est un peu la même chose qui se passe. Et oui, après, je ne sais pas comment on règle ces problèmes d'économie-là. Moi, j'en ai aucune idée. J'aurais pas la prétention de dire c'est trop cher, faut arrêter, faut baisser le ticket, ou alors l'inverse, dire non, mais tout va bien, ça va, c'est normal, c'est le cinéma, il faut bien payer sa place. J'ai pas cette prétention-là et je l'aurai jamais. Ce que je sais, c'est que pour certaines familles issues de certains milieux qui engendrent forcément des économies différentes, bah ouais, c'est plus compliqué pour eux d'aller au cinéma. Et d'en faire une sortie, je dirais, hebdomadaire. Oui, c'est un fait. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ce moyen pour aller voir des films. Et voilà. Et t'as très bien fait. Je te l'ai dit, on passe du coq à l'âne. C'est qui ton Spider-Man préféré au cinéma? Mon Spider-Man préféré au cinéma, je crois que c'est Andrew Garfield. Ok. D'abord, c'est un excellent acteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Boy A, où il m'avait vraiment touché. D'ailleurs, ils ont refait 20 ans plus tard, je crois, à peu près, ils refont un film ensemble. Exactement. Je vais aller le voir. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vu un acteur qui s'est approprié une partie de Spider-Man que je n'avais pas vu dans les autres films. Et je trouvais ça intéressant, je me suis dit, il y a une marge à un endroit que tu peux bouger malgré les contraintes de l'adaptation d'un comic ou d'une franchise. Parfois ça peut arriver, parfois non. Est-ce que c'était un rêve d'enfant de pouvoir jouer dans une production, dans un film de super-héros, ou pas? Absolument. Ouais. Donc t'avais déjà ce rapport aux comics, à cet univers. Plus le manga, moi. Ok. Je suis de cette génération-là, et mes grands frères, eux, viennent vraiment de la BD, des comics. Surtout les comics, c'était tous les Avengers, tous les DC. Eux, ils dessinaient ça enfant, moi j'ai dessiné tous les mangas, toute la Japanimation. Mais étant le dernier d'une grande fratrie, j'ai eu l'avantage, le privilège de bénéficier des mouvements culturels de ma fratrie plus âgée.
Donc je connaissais ça. Et oui, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse qui appartient, qui forcément, pour pouvoir exister et se réaliser, appartient à une économie de cinéma qui est très importante et qui, nous, on ne peut pas faire. Ça participe d'autant plus à l'idée du rêve et du fantasme, quand on est français, dans le territoire français. Si quelqu'un demain t'appelle et te dit j'ai un projet d'animé de manga, enfin d'adaptation d'un manga sur grand écran, quelle œuvre pourrait te convaincre de peut-être t'y intéresser? Il y en a 2. Ok. La première a été faite, mais mal faite, malheureusement. Faudra attendre longtemps. C'est Death Note, Ah, qui pour moi est du cinéma. Death Note, c'est excellentissime en vérité. Et ils ont bien fait de faire 2 saisons et s'arrêter là. Je trouvais que c'était des personnages de cinéma intégrés dans... En fait, l'équilibre entre le réalisme et le fantastique, très inspiré de l'univers spirituel et des croyances spirituelles japonaises, l'équilibre était parfait. Je me suis dit, mais quelle idée incroyable. Ce livre qui tombe dans les mains d'un des élèves les plus singuliers et plus intelligents de la Terre. Et cette espèce de contradiction qu'il y a en se disant, je vais faire le bien, peu importe le mal que j'utiliserai pour ça. Je trouve ça fou. C'est un enfant qui va finir par se prendre pour Dieu. Et ça, c'est dément. Ça m'a beaucoup marqué. Et surtout, tous les décors qu'on voit dessinés, c'est des vrais décors. Ils ont vraiment reproduit les rues du Japon. Donc c'est presque une œuvre de cinéma, pour moi. Et l'autre qui pourrait me tenter, c'est un rêve d'enfant, je sais pas si c'est faisable, mais il y avait un truc qui me plaisait beaucoup là-dedans. Je sais pas, voilà. Cobra. ça pourrait arriver un jour, ça, en l'occurrence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir refusé un rôle et finalement, quelques années plus tard, tu l'as regretté? Aucun. Ok. C'est jamais arrivé. Et je n'ai jamais regretté un de mes choix. Parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Il m'est arrivé une fois de faire un choix à moitié pour des mauvaises raisons, que j'appellerais moi des mauvaises raisons, à moitié, qui était un peu lié, si je me trompe pas, à de la relation affective et amicale. Ce que je faisais jamais, je le ferai plus jamais. C'est tout. Mais sinon, non. Même les films que je préfère, enfin, que j'imaginais être plus satisfaisants pour moi, je ne les regrette pas. Si je devais faire ce que j'ai fait là, je ne changerais absolument rien. Pas besoin d'aller dans la salle du temps et de l'esprit pour remonter le temps, quoi. Parfait. Bientôt, tu auras joué dans près d'une trentaine de films. Si on prend en compte tes séries, c'est même largement déjà le cas. Ça t'est jamais arrivé de penser à la réalisation? Je pense que comme beaucoup d'acteurs, tripoter la caméra, c'est un peu excitant. C'est des choses qui m'ont traversé. Maintenant, pour pouvoir réaliser un film, j'ai tellement de passion et d'amour pour le cinéma que si je devais faire ça un jour, il faudrait que j'en sois certain. Maintenant, je sais une chose, c'est que je ne suis pas scénariste. Je sais où je... Enfin, bref, je sais où je peux intervenir, mais je suis pas scénariste. J'ai essayé, je suis pas scénariste. Ok. Du tout. Je raconterai pas ma vie. Quel est l'intérêt juste de raconter ma vie en images comme ça? Je trouve pas ça intéressant. Non, si je tombais sur un script un jour qui me parle à un certain moment de ma vie, je pourrais tenter d'y penser et de créer une espèce d'équipe autour de moi, donc des vrais scénaristes, des gens avec qui je pourrais m'exprimer normalement pour que ce que je veuille raconter et montrer existe de la manière que j'aimerais en tant que spectateur. Maintenant, je dis très souvent que de faire une œuvre qui ne soit pas satisfaisante pour le spectateur et pour le public, le spectateur et la presse, c'est déjà tellement de travail et tellement difficile qu'en réussir une, il faut vraiment se poser la question avant d'y aller. C'est pas une vocation à la base. C'est quoi ton biopic préféré? Raging Bull. Pourquoi? Il y a 2 types de biopics. Il y a le biopic des gens extrêmement connus et ceux qui ne le sont pas. Quand il s'agit de raconter l'histoire de quelqu'un qui n'est pas connu mais qui a fait des exploits dans son domaine, on peut s'approprier, apprivoiser des libertés qui nous permettent d'utiliser soit le genre, soit des codes et de s'exprimer de manière cinématographique à des endroits que le biopic qui représente des gens extrêmement connus ne permet absolument pas. Au contraire, je pense que si tout d'un coup dans un biopic on se met à un peu trop à sortir d'une forme de récit et de ce qu'on peut appeler le cinéma classique au sens noble du terme, si on va un peu trop loin de ça avec des gens très connus, je pense qu'on dessert le film, on dessert le propos et on pourrait peut-être un peu distancier le spectateur. Mais quand on fait des choses avec des personnages comme Jake LaMotta,
ou d'autres. Là, fait par le grand Scorsese, où il peut exprimer tout son cinéma, toutes ses références, à travers une histoire qui le permet, un personnage et une prestation qui restera l'une des plus grandes que j'ai vues dans le cinéma, ça en fait donc le biopic le plus complet, le plus beau, le plus fou que j'ai jamais vu. On dit souvent que le biopic, c'est le genre le plus compliqué à faire au cinéma, voire, si tu me permets l'expression, le plus casse-gueule. Est-ce que toi, t'as hésité quand même avant de te lancer dans l'expérience, monsieur Aznavour? J'ai hésité parce que je me suis dit, c'est pas possible que je fasse Charles Aznavour au départ. C'est vraiment pour ça, j'ai été très surpris, parce qu'avec Jean-Rachid Kalouche, qui est le producteur du film, le gendre de Charles, et donc mon très très grand ami, on parlait de tout ça. On échangeait, mais comme deux potes qui travaillent dans le même domaine. Alors quand un beau jour, il vient me dire, Fabien, Grand Corps Malade et Mehdi, les réalisateurs vont t'appeler pour te le proposer, je tombe des nues, moi. Parce qu'à aucun moment on s'est projeté du tout dans l'idée. Et j'ai presque un rejet pas du projet, pas de Charles évidemment, rien du tout. C'est un rejet de ma capacité à le faire, à y croire. Et je prends un week-end et je regarde des vidéos tout le week-end, des archives. Et puis il y a un moment où il me charme, où je comprends quelque chose, où il sort, c'est de sa période j'essaie de manteau de fourrure et tout le reste, Rolls-Royce blanche et tout. Et il sort d'un jet privé avec sa famille, il a une valise en main comme ça, et eux ils suivent derrière. Et on est sur un tarmac, donc les gens marchent quand même assez vite. Mais lui, il est déjà très très impatient. Et il s'arrête, il hésite à aller les aider pour prendre la valise et tout, etc. Et tout d'un coup, sa main, elle dit, on avance, et en même temps, elle dit, oh puis merde, faut avancer, faut aller au bout. Ils vont venir de toute façon. Et je sais pas, il se passe quelque chose où je me dis, ce que je ne connaissais rien de Charles, moi, de sa vie. Et là, je me dis, il y a une espèce de nerf principal énergétique chez lui, d'un point A à un point B qui est intéressant. Je me dis, après, j'ai appelé, je dis, peut-être que je peux le faire. On va discuter, mais ouais. Est-ce que ça peut déclencher des passions insoupçonnées de jouer un rôle? Exemple, t'as dû apprendre la trompette pour The Eddy, et j'ai l'impression que finalement, ces dernières années, il y a pas mal de rôles qui te lancent vers un côté un peu musical du cinéma. Est-ce que, ça t'est déjà arrivé de te dire, en fait, j'adore faire ce truc? Non. Ça me plaît quand la trompette, en fait, c'est vrai que j'avais tendance à oublier, mais j'ai eu plusieurs expériences, c'est vrai. D'abord, il y avait eu Réparer les vivants, où j'avais dû explorer le lyrisme, mais c'est pas resté dans le film parce que c'était pas assez bien. Donc voilà. Mais c'était de l'entraînement. Ensuite, il y a eu justement la trompette et le chant dans The Eddy, de Chazelle, où là, le chant, je sais pas, il y avait un truc qui était un peu plus simple dans le chant, mais la trompette, c'est tellement dur. Ah ouais. Qu'en fait, ça devient purement et simplement mon travail. Et je dois réussir à le faire bien pour que le spectateur y croie. Mais ma partie plaisir, elle est moins grande. Ok. Ensuite, j'ai dû chanter sur Serge Boson, où c'est plus agréable quand même. Alors, pour quelle raison, je sais pas. Et là, sur Charles, tout ce qu'on... Voilà. Mais non, après ça, en fait, c'est tellement de travail. Ça demande tellement d'énergie et de temps. Et en fait, ça n'a pas été comment dire, suffisamment une révélation pour qu'ensuite je me passionne de ça. Pas assez. Et puis surtout, j'ai beaucoup trop de respect pour les gens qui le font de manière professionnelle. Je vais pas aller m'amuser à aller sur leur terrain. Ils le font très bien, ils sont trop forts. Et puis il faut que ce soit une vocation. En fait, c'est ça, je crois. Il faut que ce soit une vocation pour que je puisse me passionner de quelque chose. Dans Monsieur Aznavour, le père de Charles et Aïda, donc qui est joué par Ovnatan Avedikian, leur rappelle sans cesse que c'est essentiel de savoir faire sa pub, de savoir se vendre. Et malgré le slogan chez Aznavour, on y court, au tout début du film, le restaurant ferme. Est-ce que pour toi, promouvoir un film, faire la publicité, le marketing, venir défendre un film en promotion, c'est toujours aussi important aujourd'hui? Est-ce que parfois ça peut même desservir un film? Non, je pense que c'est... desservir un film, on va y répondre après ça. Non, c'est important, c'est très important parce que d'abord, c'est notre travail. Il faut faire en sorte que les gens entendent parler de ce film, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça les Américains appellent ça le show business, mais il y a business dedans. À un moment donné, il y a une économie derrière. On en parlait tout à l'heure. Il faut faire vivre tout un réseau.
quand un spectateur, sans le public, il y a rien. Au revoir. Il y a pas ce métier, il y a pas le 7e art et il y a pas de salle, rien. Donc il faut faire vivre tous les réseaux des salles. C'est des gens qui travaillent. Il faut faire vivre les passionnés, les gens qui construisent des films, ceux qui les écrivent. Enfin, à tous les étages, il y a une responsabilité économique, une réalité économique plutôt qui existe. Donc t'as pas refusé de faire de la promotion. Tu dois aller défendre un film pour le faire connaître. Après quoi, comment, de quelle manière, c'est encore une autre question. C'est capital et moi je le fais toujours avec autant de plaisir parce que, comme je disais tout à l'heure, je sais pourquoi je les ai choisis ces films. Même quand on lit un scénario et qu'on voit que le film est moins bon que le scénario, ben on le fait quand même. Et voilà. Et la deuxième question c'était. Est-ce que tu penses que à l'inverse ça peut le desservir? En fait, j'ai une... Alors oui, ça. Okay, je t'en prie, non, je t'en prie. Okay, déjà merci. toi. J'ai en tête, si tu veux, un exemple, mais c'est un modèle très américain, c'est vrai. Mais tu sais, par exemple, ils vont d'abord poster une image d'un film, puis un teaser du trailer, puis un teaser du deuxième trailer, etc. Est-ce que par moment, tu vois, le trop plein de promos peut vraiment jouer contre un film? C'est dans ce sens-là que je pensais. Mais c'est vrai que c'est peut-être un modèle encore très américain. Alors, si ça peut te desservir un film, si tu le dis, c'est que tu l'as vécu. Ça peut m'être arrivé effectivement de penser que. Bah donc ça existe. Ouais. C'est QFD. T'as joué dans pas mal de séries. Moi d'ailleurs, pour être honnête avec toi, avant Un Prophète, je t'avais découvert dans Panthère sur Canal avec mes parents. Et je crois savoir que toi-même tu as été un gros sérivore. Si je te demande ton top 3 des meilleures séries là tout de suite, il y a quoi dedans? The Wire, Les Sopranos. Et en ex-aequo, j'ai le droit? Oui. Le troisième? Ok. Succession et Breaking Bad. C'est intéressant, j'y vois tout de suite. Il y a un archétype qui revient dans chaque série, c'est l'anti-héros. Est-ce que c'est quelque chose qui te fascine ou pas? Bien sûr. L'anti-héros beaucoup plus proche du citoyen que le héros et le super-héros, en vérité. Et ils sont très très touchants parce que les anti-héros, ils permettent d'explorer des choses que tu peux avoir en toi ou que tu n'as pas, mais en tout cas qui pour moi, font partie de l'être humain. Ça permet de construire des personnages plus en latitude qu'en longitude. T'as bossé à de nombreuses reprises avec des auteurs et des réalisateurs anglo-saxons, 2 fois avec Kevin MacDonald, avec Garth Davis, avec Ridley Scott récemment, avec Jack Thorne. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était pour The Looming Tower. Il y a eu Madame Web aussi récemment. Comment, si c'est le cas, ça a impacté, bousculé ta manière de travailler avec ces personnes et qui t'a le plus impressionné quand t'étais, entre guillemets, à Hollywood? En fait, c'est marrant parce que j'ai réfléchi à ça parce qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps. Il est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec les anglo-saxons, ce que j'y ai trouvé comme avantage personnel, c'est que quand je travaille, moi je suis très très facilement perturbable. Et nous, on a une manière, je sais que souvent dans les films, l'expérience que moi j'ai eue avant en tant qu'acteur sur les plateaux, il y a beaucoup d'affect, d'échanges et c'est très très cool. Et ça permet de prendre confiance en soi, ça détend. Mais comme parfois je suis très perturbable, j'ai du mal à me concentrer. Et ça me sort un peu de ce que je dois faire de mon travail, quoi. Et ma passion. Donc j'avais tendance un peu à m'isoler pour justement rester concentré. Et quand j'ai commencé à bosser avec les anglo-saxons, je me rends compte que c'est même pas une question en fait, c'est quasiment contractuel. Chacun est à sa place. C'est un peu froid quand même de dire vous ne parlez pas aux gens. Les départements, les zones se mélangent pas trop, ce qui est un peu froid, faut dire, pour garder des souvenirs de cœur sur un plateau et des anecdotes et tout machin, très cool. C'est pas trop le cas. En tout cas, je fais pas de généralité, c'est important de le rappeler. Du coup, j'étais pas perturbé. Il y a une chose qui était imposée, c'est que j'étais isolé dans mon art. Et ça me faisait beaucoup de bien. Okay. Et ça m'a vachement aidé à justement continuer de creuser. Et surtout quand je pense que c'est dû aussi à leur économie et leur manière de travailler et de construire des films, des récits et des œuvres cinématographiques majeures qui, voilà, on va pas les citer. Hein. Quand on a besoin de quelque chose pour notre travail, ils vous le donnent tout de suite. Et c'est pas une histoire de caprice ou quoi que ce soit. Par exemple, si moi j'avais besoin d'un coach pour 2 phrases d'allemand sur une série que j'ai faite, j'ai dit j'ai besoin d'un coach en fait, même si c'est 2 phrases. On va voir en combien de temps je la prends. Tiens. Et ça, c'est très rassurant. C'est très rassurant et ça permet
de mieux faire son travail. Parce que t'as plus à penser à tout ça. Tu dis, je pense qu'à mon boulot. L'année prochaine, ça fera un quart de siècle. C'est quoi ton film préféré du 21e siècle? Elle est balèze, celle-là. J'ai déjà du mal à me souvenir Je t'avais dit, de quand c'est on pas est passé en l'an 2000. Je réfléchis. Ouais, je t'en prie. Ça demande réflexion. Ce qui me vient à l'esprit, et je sais pas si il faut pas le prendre comme gravé dans le marbre, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est Parasite de Bong Joon-ho. C'est ce qui me vient à l'esprit. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà, tu me poses une colle, c'est compliqué. Ouais, je sais. Faut se refaire 25 ans de... 25 ans, c'est beaucoup quand même. Mais Parasite, c'est un excellent choix. Ouais. Et c'est de... Et puis en plus, je pense qu'il a marqué aussi un tournant dans le rapport au spectateur anglo-saxon. Le sous-titre ce qui a changé l'accès au sous-titre et le confort au sous-titre chez les anglo-saxons qui étaient pas du tout là-dedans, c'est d'abord les séries. Mhm. Mais en termes de film, de cinéma, c'est celui-ci qui est venu marquer un tournant. Merci beaucoup, Tahar. C'est super. Merci à vous. Merci énormément. Et c'est cut. C'était super. Merci à toi. C'était super cette conversation. J'ai beaucoup aimé. Ouais, super. J'avais Ouais. encore plein de questions, mais bon.